Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo qu'on a vu tourner un petit peu ces dernières semaines sur Booktube, qui est une vidéo à la base créée par Loli de la chaîne Lolifant, que je vous référence en barre d'infos et dans le petit i, dans un coin de l'écran. J'ai eu envie de reprendre cette vidéo parce que je la trouve assez intéressante, dans le sens où on n'a pas tous et toutes la même façon de lire, les mêmes envies lecture, la même manière d'aborder la lecture, la même manière d'aborder l'objet livre en général. On lit pas tous de la même manière et pour les mêmes raisons également, donc là je vous donne les miennes. Ça peut vous intéresser ou absolument pas, et si ça vous intéresse pas, on se retrouve tantôt. Voilà, sachant qu'à la fin de la vidéo, il y a quand même un book haul. Voilà, donc je mets un minuteur. Si vous, il n'y a que le book haul de la fin qui vous intéresse, on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. On peut jamais être tranquille. On peut jamais être tranquille. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais il y a Scrooge. Voilà, parce que c'est un pot de colle. Parce que je travaille beaucoup en ce moment, donc il voit pas beaucoup sa maman. Donc, quand il peut être avec ma main, il est collant. Ça va devenir mes vidéos, vous savez, comme ces vidéos de jeunes parents qui ont tout le temps leurs enfants dans les bras et vous dites je suis pas là pour voir ton gosse, je suis là pour voir ton contenu. Voilà, je sais que vous n'êtes pas là pour voir le chien, enfin peut-être que si, certaines sont là pour voir le corgi et d'autres pas du tout. Et bien tant pis, il y aura le chien. Voilà, je fais comme je peux, hein, moi aussi. La première chose que je voulais aborder avec vous, c'est la façon dont je découvre de futures potentielles lectures. Donc, il y a tout d'abord les réseaux sociaux. Instagram, j'ai énormément de captures d'écran dans mon livre de la part de personnes que je suis. Il y a Booktube aussi, mais qui a moins d'importance ces dernières années qu'au tout début de la chaîne. Après on l'a vu aussi, Booktube perd en popularité, Booktube perd aussi en régularité, on est de moins en moins à faire des vidéos, des contenus réguliers. Le Booktube d'il y a quelques années me manque, c'est vrai, mais en même temps je trouve que c'est ressourçant aussi d'une certaine part que Booktube ne soit plus exactement comme il était avant. Je m'explique, avant on avait les bilans lecture et les fameux book hauls tous les mois. Les book hauls qui poussaient à la consommation sans le vouloir, mais moi-même j'étais victime des book hauls que je voyais chez les copines booktubeuses en me disant ah j'ai trop envie de lire ce livre, je vais aller en librairie et je l'achète. Et depuis que je consomme moins moi-même ce contenu, oui, les book hauls, c'est bien qu'ils soient faits de manière assez sporadique, pour des choses précises. Par exemple, quand une personne que je suis va faire un contenu parce qu'elle a voyagé et qu'elle a ramené des livres de ce pays et que là, un book haul m'intéresse. Plus forcément les book hauls du mois, pareil, un book haul dans l'idée de créer un contenu spécifique. Moi, je pense par exemple à le faire pour... il se roule sur le tapis, donc la caméra va trembler, c'est formidable. Un retour en beauté de grande qualité. Moi par exemple je pense à vous faire des book hauls par rapport au podcast. Ça j'aimerais beaucoup vous dire, pour le podcast Barocco qui a tel sujet, telle problématique, j'ai acheté ces livres-là. Et ensuite vous refaire une vidéo dans laquelle je vous donne mon avis lecture en plus de l'analyse que j'ai pu en faire dans le podcast. Ça c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Je découvre des livres aussi en librairie, beaucoup moins depuis que j'habite à la campagne. Ça c'est sûr que la librairie la plus proche c'est à 15 minutes en voiture et c'est une petite librairie avec un choix restreint. C'est surtout une librairie qui est là pour les établissements secondaires de la ville. Donc il y a des classiques, mais c'est les classiques qu'on retrouve toujours à l'école. Il y a les Zola, il y a tout le reste. Il y a peu de choix en théâtre, il y a un peu plus de choix en poésie, c'est vrai, il y a un bon choix, un bon rayon poésie. Mais en littérature de l'imaginaire, c'est tout petit. Il y a un grand rayon. Il y a un étage jeunesse et littérature young adulte, mais c'est pas ma cam, rayon lecture, donc c'est quand même assez limité. C'est aussi, alors je fais partie de ces gens qui lisent les préfaces et les notes de fin d'ouvrage et les bibliographies. Donc souvent c'est aussi comme ça que je découvre des livres en notes de bas de page, en référence en fait, quand pareil quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, pas forcément pour les livres, mais va dire ah tiens moi j'ai lu ce livre là et ça m'a plu, et je vais me le noter en fait. C'est énormément par référencement que moi j'ai envie de lire des choses. Je me sers aussi beaucoup de Babelio. Et oui, parce que il y a des listes sur Babelio. Je pense que je ne vous l'apprends pas, hein. Mais il y a énormément de listes sur Babelio. C'est insupportable le chien. Et ces listes en fait, elles mettent en commun un corpus d'ouvrages
qui parlent d'une même thématique, par exemple livre sur les loups-garous, livre sur les vampires, livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a énormément de choix et je trouve ça assez malin, assez pertinent, et c'est comme ça que moi je vais aussi découvrir des choses, parce que parfois je me dis tiens, j'ai bien aimé lire un livre avec une femme guerrière. Qu'est-ce qui existe d'autre avec une femme guerrière? Et Babelio, en fait, je trouve que c'est un bon moyen de découvrir des ouvrages. Alors ensuite, il faut aller plus loin. Ce que je fais aussi, j'avoue, en fait, je tape le nom de l'ouvrage sur Amazon, que j'ai bien aimé. Je ne commande pas sur Amazon, bien sûr, mais je trouve qu'en moyen de référencement, c'est quand même plutôt bien fait. Malheureusement, heureusement, enfin je sais pas, moi c'est quand même grâce à ce système là de les personnes qui ont acheté ce livre ont aussi acheté, ou vous aimerez certainement, et ben en fait ça fait des liens, ça fait des ponts, et c'est comme ça que moi je découvre essentiellement des ouvrages aussi. De manière personnelle, alors si je résume, je découvre des livres via les librairies. Donc quand je retourne notamment à Nancy et que je retourne dans mes librairies favorites, voilà, quand j'étais étudiante, je vois les nouveaux coups de cœur des libraires et la table des nouveautés aussi. Quand je suis sur les réseaux sociaux, Booktube, Bookstagram, et aussi une fois que j'ai effectué une lecture qui me plaît, je vais sur Babelio ou sur Amazon pour regarder les livres qui sont en lien, recommandés suite à cette lecture. Voilà. Et pour le podcast, c'est un peu plus particulier parce que là, je fais des recherches spécifiques pour trouver des ouvrages. Donc là, c'est essentiellement grâce aux listes Babelio, des vidéos d'universitaires, des articles universitaires aussi, des référencements, notes de bas de page, comme je vous disais tout à l'heure, préface. C'est comme ça ensuite que je trouve des livres liés, en fait. Maintenant, il y a aussi une grande part de mes lectures qui est dédié à mon travail. Quand on est comédien, comédienne, metteur, metteuse en scène, on est amené à lire beaucoup. Beaucoup de pièces de théâtre, mais aussi pas que ce soit des essais sur le théâtre, des articles, des pièces jeunesse, des dossiers de présentation, de diffusion, de production. On est amené à beaucoup lire. Ce qui est super, voilà, en l'occurrence quand on aime lire. Et les lectures que je peux faire pour le travail, c'est vrai que je ne vous en parle pas, c'est un choix que j'ai fait il y a déjà plusieurs années parce que le monde du théâtre est un monde particulier qui ne comprend pas encore très bien les réseaux littéraires, et c'est un milieu dans lequel on peut très vite être blacklisté. Je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur mon ancienne chaîne comment je suis devenue comédienne. Donc mon avis sur les pièces que je peux lire pour le travail, je les garde pour moi. Sauf quand vraiment là je vais faire une très belle découverte, là possiblement je vais vous en parler sur Instagram, mais en règle générale mes lectures pour le boulot c'est un autre espace pour moi. Et je les découvre autrement parce que c'est des pièces que je vais aller voir, c'est des choses que je veux faire étudier en atelier, c'est des compagnies qui vont appeler pour me dire je veux monter tel spectacle, j'ai besoin de faire tel atelier autour de telle pièce. Voilà, c'est des choses comme ça. Grande thématique numéro 2, c'est ma partie, la liste d'envie, la wishlist. J'ai eu envie de répondre à cette question parce qu'il y a quelques années, j'avais une wishlist. J'avais une liste d'envie, je l'avais sur Amazon, voilà, au tout début de la chaîne, j'avais encore une liste d'envie Amazon, on était beaucoup à avoir ça. J'avais une liste d'envie papier aussi, et en fait aujourd'hui, j'en ai plus tellement. Je sais que j'ai des livres que j'ai envie de lire, que j'ai envie d'acheter, mais ça fait plus partie d'une liste à proprement parler. Le format liste me plaît, mais en même temps le format liste a quelque chose d'assez angoissant. Parce que moi je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup d'envie, voilà, je suis toujours partante pour beaucoup de choses, curieuse, donc en fait ma wishlist c'est quelque chose qui va être en expansion. Quand je vais voir que j'ai beaucoup de livres dans ma wishlist, je vais me dire ah bah je vais en acheter, en fait ça va faire beaucoup de livres dans ma palle, et donc ça fait que j'ai un embouteillage dans ma palle qui dure depuis que j'ai la chaîne principalement. Maintenant j'ai plus de liste d'envie à proprement parler, j'ai mes captures d'écran de mon téléphone. J'ai des carnets aussi quand je fais des lives Instagram et que là vous me recommandez des livres, ça j'en ai pas parlé, c'est vrai que grâce à vous aussi j'ai beaucoup de livres plus ou moins dans une wishlist, c'est vrai, je concède, mais j'ai un carnet en fait, et pendant les lives Instagram je note les recommandations que vous pouvez faire, et soit je consulte ça quand je veux acheter un livre, ou soit je consulte mes captures d'écran, mais ça va essentiellement être au coup de cœur aussi en librairie, à des choses où je me dis tiens, là ça m'intéresse, la couverture, le résumé, ou si j'ai déjà vu traîner sur les réseaux,
c'est comme ça que je vais acheter un livre, ou si j'en ai besoin pour podcast, vidéo précise ou travail, mais sinon, non, je n'ai plus aujourd'hui vraiment à proprement parler de liste d'envie. Je ne sais pas combien de livres j'ai dans ma palle. Je pense que j'ai plus d'une centaine de livres dans ma palle depuis le temps que j'ai la chaîne. Clairement, ça c'est exponentiel, ça ne s'arrête pas. J'ai une relation ambiguë avec ma palle, je pense comme beaucoup. C'est à la fois un lieu de plaisir parce que j'aime bien avoir une grosse palle, j'aime bien... Ça fait comme si j'avais une bibliothèque à domicile, et je me souviens notamment pendant le premier confinement d'avoir toute cette palle, tous ces livres à lire. Je me sentais pas seule, je me sentais dans un cocon réconfortant, j'avais l'impression que je pouvais découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, je pouvais ressortir. Voilà, je suis quelqu'un d'introverti, mais les livres c'est mon moyen d'évasion premier en fait. La palle c'est réconfortant pour moi, mais en même temps c'est quelque chose qui me culpabilise plus que m'angoisser. J'angoisse pas parce que j'ai une montagne de livres à lire, c'est juste que je culpabilise parce que je vois aussi tout l'argent que ça représente, parce que c'est un budget tout de même d'avoir une palle, d'avoir des livres à lire, c'est conséquent, surtout quand on a soi-même Quand on parle en fait de livres sur les réseaux, j'ai vraiment vu ça au tout début de ma chaîne Booktube, mais j'ai acheté des choses qui sont encore aujourd'hui dans ma palle et que je n'irai certainement jamais. Et pourtant j'ai fait un tri au fur et à mesure de mes déménagements, mais en fait c'est des choses dont je n'ai pas vraiment envie, c'était sur le moment parce que c'était le livre dont tout le monde parlait à un moment, ou l'auteur, l'autrice dont tout le monde parlait à ce moment-là, et donc j'ai acheté des ouvrages, et en fait aujourd'hui je me rends compte que je ne les lirai pas, et donc c'est ça en fait qui me culpabilise, c'est que c'est quand même un budget, c'est de l'argent que je n'ai pas mis ailleurs. Alors c'est pas grave, j'ai aussi ce principe-là de me dire que de l'argent mis dans des livres, donc mis dans de la culture, ce ne sera jamais perdu, que ce soit pour moi ou ensuite pour le mettre dans une boîte à livres pour quelqu'un d'autre. Mais tout de même, ça fait une petite somme hein, au fur et à mesure quand on revoit ces livres. Et en plus, ces livres, on peut jamais les revendre quand on veut les revendre au même prix où on les a achetés. Voilà, ça perd tout de suite en plus-value, donc forcément... Ça fait un petit trou dans le budget à force des livres, je ne vous le cache pas. Mais en même temps, j'associe vraiment toute ma palle à quelque chose de doudou, voilà, de réconfortant, d'envie aussi, d'expérience à vivre, de choses à ressentir, de sentiments que je n'ai pas encore vécu et qui m'attendent là, juste chez moi. Et c'est magique pour moi. Voilà, la palle c'est un sentiment à la fois magique, à la fois... c'est culpabilisant. Maintenant je vous parle de ma manière de lire à proprement parler. Là pour moi, ces dernières années, il s'agissait de retrouver un rythme. Quand j'étais étudiante, j'avais un rythme de lecture assez conséquent. C'est-à-dire que vraiment quand j'étudiais pas, je pouvais lire à la maison. Voilà, vraiment je lisais beaucoup, énormément, les week-ends je lisais, les vacances je lisais, j'avais du temps en fait accordé à la lecture, ou du moins je m'autorisais à avoir du temps pour les lectures. Ensuite, quand je suis devenue intermittente, vraiment professionnelle, mon temps s'est énormément raccourci. Je roule beaucoup dans la semaine, un peu moins cette année, mais quand même je roule beaucoup, ce qui fait que tout ce temps-là je peux pas lire. C'est vrai que je pourrais passer au livre audio pour un peu compenser, mais avoir le plaisir de se poser, d'ouvrir un livre et de lire, c'est quelque chose que je n'ai plus. C'est quelque chose que j'essaie de retrouver parce que je suis une lève-tôt. Donc j'aimerais bien pouvoir me relever très tôt comme je le faisais par un moment dans ma vie, et vraiment avoir tout ce temps de la matinée que j'offre juste à mes livres et à personne d'autre, parce que en fait je suis tout le temps disponible à la maison pour le travail. C'est-à-dire que même si j'ai des journées off entre guillemets, c'est des journées où je vais faire mon administratif, c'est des journées où je vais répondre à des mails, c'est des journées où si mon téléphone sonne, et je vais y répondre pour le travail. En fait je suis tout le temps dans l'attente du travail. Et quand on est dans l'attente de quelque chose, on n'a pas la même disposition mentale pour lire. Tout simplement. Donc, mes lectures, en ce moment, c'est compliqué. Même si depuis qu'on a déménagé, je retrouve à peu près un rythme, j'arrive à lire. J'ai terminé plusieurs livres en un mois, ce qui ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. En règle générale, donc, je vais lire tôt le matin, quand je suis la seule levée dans la maisonnée. Je vais lire aussi quand je patiente. C'est-à-dire que tous les rendez-vous que je vais pouvoir effectuer dans la semaine, quand je suis dans une salle d'attente, là, j'ai le temps pour moi de prendre un livre et de lire. Je vais pas sur mon téléphone, j'optimise mon temps, par contre en salle d'attente, clairement. J'ai la mauvaise habitude, entre gros guillemets, mais de lire plusieurs livres à la fois. J'ai aucun problème à lire plusieurs livres à la fois. Si vous entendez ronfler, c'est Scrooge qui s'est enfin posé pour faire dodo.
Ce chien est magique. Alors je lis pas forcément plusieurs fictions à la fois. Je vais lire un livre de fiction, un essai, une pièce de théâtre, un recueil de poèmes. Pas forcément tout ça en même temps, mais en règle générale, j'ai 2-3 lectures en cours. Je lis 2-3 livres en même temps parce que j'ai pas forcément envie des mêmes choses ou j'ai pas forcément le temps à accorder aux mêmes choses. Un essai, ça va... je vais avoir moins de contraintes à l'intérieur de moi de refermer l'essai et de passer à autre chose, d'enchaîner avec ma journée quand j'ai un petit temps en salle d'attente par exemple. Lire un recueil de poèmes, c'est pareil, je peux lire un poème par-ci, par-là, ça ne demande pas trop de temps. Alors que la fiction, il faut un certain investissement et on l'a pas forcément tout le temps, et parfois quand on a le temps, et ben on n'a pas l'espace mental pour se mettre à la fiction. Voilà pour ma manière de lire en général, et maintenant je vais parler de mon matériel de lecture, parce que oui, j'ai du matériel de lecture. Je fais partie de ces gens qui cornent les pages, qui surlignent au porte-mine en fait, au crayon de papier, et maintenant, depuis que j'ai découvert les stylos en gel, j'ai maintenant aussi une trousse en fait dédiée à mes lectures. Bon alors j'ai toujours une trousse sur moi, mais j'ai vraiment des stylos que je dédie à la lecture, et ces stylos là, mais c'est trop bien, c'est génial. Moi j'annote mes livres, je mets des plus, je mets des plus, je mets des cœurs, je souligne, j'encadre, je fais des paragraphes, j'annote aussi, je me permets des petites réflexions maintenant dans la marge depuis que j'ai ces stylos qui s'effacent parce que j'ai pas une belle écriture. Donc avant vraiment je me disais je tue le livre vraiment avec mon écriture je le saccage, et maintenant d'avoir ces choses qui s'effacent, le crayon de papier, ça me permet aussi de vivre moi ma lecture différemment, et j'aime beaucoup faire ça. Donc désolée si pour vous c'est un sacrilège, pour moi c'est un moyen de m'approprier 100% ma lecture. Et ensuite, après avoir lu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien après avoir lu, je partage mes lectures. Je le partageais principalement avant sur les réseaux, la chaîne, Instagram, et j'ai quand même beaucoup de chance dans ma vie, c'est que je peux parler de mes lectures avec mes proches, je peux parler de mes lectures avec mon compagnon, je parle bien évidemment de mes lectures avec John Smith, voilà. Quand on a tous les deux des livres qui nous percutent comme ça, on s'appelle et on fait des coups de fil juste pour parler de livres, et c'est super. Et j'ai eu moins ressenti le besoin ces dernières années, c'est vrai, de partager mes lectures, sauf en cas de coup de cœur extrême, de quelque chose qui était brûlant à l'intérieur de moi, mais c'est plus aussi brûlant qu'avant en fait. Maintenant c'est quand j'ai envie. J'ai plus pareil envie de chroniquer forcément toutes mes lectures. Ça prenait un temps fou, c'est extrêmement chronophage en fait, une chaîne Booktube. J'ai vu qu'Antastasia maintenant faisait ça dans la description de ses vidéos, qu'elle mettait le temps que lui prenait une vidéo en tout, que ce soit du début, de lire l'ouvrage, de scripter la vidéo, le tournage, le montage, la mise en ligne. Et en fait c'est vrai que je me dis on devrait tous et toutes faire ça, dire combien de temps nous prend une vidéo. Parce qu'en fait ça nous prend énormément de temps, et c'est un temps qu'on ne dédie pas à autre chose. Et parfois, eh bien quand on était étudiante, on avait le temps à la maison, voilà, c'était plus tranquille. Et une fois qu'on est dans le monde du travail, dans la vie active, et bien quand on rentre chez soi, on n'a pas forcément envie d'allumer sa caméra pour parler du livre qu'on a lu il y a 2 semaines ou la semaine dernière. C'est plus le même rapport en fait aux réseaux sociaux et à la chaîne que j'ai, et il faut que je trouve, moi maintenant, dans ma nouvelle vie, dans mon nouveau cadre de vie, il faut que je trouve mon nouveau rythme, ma nouvelle manière d'aborder mes lectures avec vous, parce que c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire et qui m'a tellement manqué, mais plus de la même façon dont je le faisais avant. Voilà. Ce sera autrement, c'est encore en réflexion chez moi, mais on se donne rendez-vous très certainement début 2023 pour parler de la façon dont j'ai envie d'aborder mes lectures avec vous. Et après cette longue introduction à la manière dont j'aborde mes lectures, voici un haul. Alors c'est un haul, j'ai pas tout acheté récemment, hein. C'est des choses qui patientent déjà depuis plusieurs mois, voire 1 an dans ma palle, mais c'est un peu pour vous expliquer et mettre en lumière ce que je vous ai dit juste avant par rapport à mes lectures. Si je prends le podcast par exemple, là on a 3 ouvrages que j'ai achetés pour le podcast, pour 2 épisodes différents bien sûr. Le premier livre c'est Libre comme une déesse grecque par Laure de Chantal. Dans la mythologie, le meilleur de l'homme est une femme, aux éditions Stock. C'est un livre fait par une universitaire qui est helléniste, et qui parle en fait des déesses, des héroïnes de la mythologie grecque. Pourquoi je l'ai acheté celui-là? Parce que je compte faire un épisode sur les héroïnes de la mythologie réécrites aujourd'hui,
fin 20e siècle, 21e siècle. Ce livre-là, je l'ai vu passer sur les réseaux et je me suis dit tiens, lui il rentre à fond dans ma problématique, dans mon corpus pour le podcast comme essai universitaire, donc je le prends. Pour mettre aussi en lumière, alors vous allez pas voir parce que j'ai surligné au stylo très très clair. Oui, je surligne aussi, mais c'est aussi avec des stylos qui se gomment. Voilà, ça me permet de surligner des pages. Ensuite, il y a 2 autres ouvrages pour un autre podcast. Là, c'est les 2 seuls que j'ai pour l'instant pour ce podcast. C'est Le Chevalier Silence, une aventure des temps aventureux de Jacques Roubaud et L'androgyne romantique du mythe au mythe littéraire de Frédéric Monneron. Ça, c'est dans le projet d'un podcast sur la figure de l'androgyne dans la littérature. L'androgyne, une femme qui se travestit en homme principalement. J'aimerais bien axer mes recherches, le podcast là-dessus. Donc j'ai commencé à me créer un petit corpus, voilà, de textes qui vont aborder cette thématique. Je les cherche sur Vinted, voilà, pour les avoir à bas prix. Et c'est ce qui s'est passé avec ces 2 livres-là d'occasion qui ne sont plus édités ou qui sont très chers à trouver sur leslibraires.com. Et donc je vais sur Vinted et en fait je les trouve pour vraiment pas cher. Donc parfois Vinted, c'est la solution à beaucoup de choses. En dehors de la chaîne, en dehors de tout ce dont je vous ai parlé, j'ai aussi des cadeaux. Voilà, et là c'est 2 cadeaux que m'a fait mon ami John Smith, Légendarion. On a Un gars et son chien à la fin du monde par C.A. Fletcher, qui est publié au Nouveau Millénaire, et il m'avait aussi offert La légende du noble chat Piste-Fouet par Ted William chez Mnemos. Ça c'est des ouvrages dont je n'avais jamais entendu parler, et lui quand il les a vus, qu'il a lu les résumés, il me les a pris en fait, ça fonctionne quoi. Et donc c'est comme ça que j'ai aussi des ouvrages qui atterrissent dans ma palle. C'est parfois on m'offre des livres, peu de personnes m'offrent des livres, sauf si je leur ai fait une liste d'envie pour le coup, en disant ce livre-là je l'aimerais bien, celui-ci aussi, mais il n'y a que John qui se lance le défi à chaque Noël, à chaque anniversaire de m'offrir des livres en se disant j'espère qu'elle ne les a pas lus et j'espère que ça lui plaira. J'ai choisi aussi de vous présenter celui-ci qui est à chaque génération. C'est Hachette Heroes qui l'a publié. Alors c'est de qui? C'est qui a écrit ça? Kender Blake. C'est une suite de Buffy. Voilà. Vraiment, hein, voilà, c'est marqué Buffy contre les vampires, voilà, ça se passe 20 ans après la fin de la 7ème saison de Buffy et c'est la suite. Et celui-ci, je l'ai vu sur la chaîne de Cornelius quand il a présenté sa palle pour le Pumpkin, vous voyez. Et donc, j'en avais entendu parler nulle part, je l'avais pas vu en librairie, et donc ça, c'est encore des choses grâce au réseau que je découvre et où je me dis tiens, je vais l'acheter, voilà, et puis je le lirai parce que je suis fan de Buffy. Et je l'ai acheté neuf en grand format et tout, c'est vrai que j'aurais pu attendre qu'il soit paru en poche ou moins cher, mais bon, voilà, on ne se refait pas. Parfois on a envie de participer un peu à la hype aussi. Je vous parlais de Vinted, mais il faut savoir que c'est principalement sur Vinted que je fais mes meilleures trouvailles de livres d'occasion, de livres qui ne sont plus édités quand je recherche des vieux bouquins. Et là, j'ai eu la chance d'avoir La Belle et la Bête et l'Aigle à 2 têtes de Jean Cocteau. C'est-à-dire que dans ce bel ouvrage hardback, relié, très très beau, j'ai dedans le journal que Jean Cocteau c'est dur à dire. J'ai dedans le journal que Jean Cocteau tenait lorsqu'il a réalisé le film La Belle et la Bête, qui est un de mes films favoris. Et dedans, j'ai en plus une pièce de Cocteau que j'aimerais beaucoup lire, qui est L'Aigle à 2 têtes, qui est une pièce où il utilise la figure de Sissi l'impératrice et Louis II de Bavière, a priori. Et je cherchais le journal de Cocteau sur La Belle et la Bête depuis hyper longtemps. Je cherchais sa pièce aussi, mais c'était introuvable en librairie. Et là, j'ai vu quelqu'un sur Vinted proposer les deux dans un même ouvrage. Je ne savais pas que cet ouvrage existait, donc des fois en fait faut faire des recherches comme ça et on tombe sur des petites pépites. Les livres, je peux aussi les acheter lorsque je fais des expositions ou des visites de musées ou à la suite d'un visionnage de docu, des choses comme ça. Par exemple, cet été, j'avais été voir l'expo sur les héroïnes romantiques au musée de la vie romantique à Paris, et dans la boutique du musée, il y avait Qu'est-ce que le romantisme par Alain Vaillant, et il y avait aussi Les filles de rêve par Alain Corbin. Donc dans ces cas-là, je les achète pour aller aussi plus loin dans l'exposition, et dans ces ouvrages-là, qui sont donc des ouvrages, des essais, dedans il y aura des notes de bas de page, et dans ces notes de bas de page, dans la bibliographie, je vais trouver de nouvelles idées de lecture. C'est comme ça que je fonctionne. J'enchaîne, je vous parle pas de tout parce que sinon on est encore là jusqu'à demain soir. Celui-ci qui s'appelle Le Bois de la Nuit par Djuna Barnes, c'est pas la prononciation, qui est publié chez Point Signature. Je l'ai vu en librairie. Il était sur les nouveautés et
c'est la couverture. Alors là, c'est vraiment la couverture qui m'a attirée. J'en avais entendu parler nulle part. Bon, ensuite, je l'ai présenté sur Instagram et l'écho Gracile m'a dit que elle avait pas aimé. Tant pis pour moi. Non, j'ai aussi retrouvé ce plaisir d'acheter un livre dont je n'avais jamais entendu parler nulle part. Là, ce sont des ouvrages que j'avais achetés parce que je voulais lire des livres horrifiques en octobre-novembre, et l'une d'entre vous m'avait conseillé Le Manoir des Sortilèges par Serge Brussolo, donc celui-ci Vinted, d'occasion, et celui-ci chez une bouquiniste, parce que je vais aussi voir les bouquinistes quand je le peux, quand il y en a à disposition. J'ai trouvé Ma douce Audrina par Virginia Andrews, et celui-ci c'est un ouvrage que Vincent Tassi recommande en règle générale, un de ses ouvrages qu'il aime beaucoup. Donc, eh bien, quand j'aime bien un auteur, j'écoute aussi les podcasts où il est interviewé. Je vous présente Nouvelle pensée de l'Amazon par Nathalie Barnet parce que j'ai toute une étagère en bas. Si vous avez suivi ma vidéo aménagement de mes bibliothèques, j'ai toute une partie de mes bibliothèques qui est dédiée au matrimoine littéraire. Et Nathalie Barnet en fait partie. Et maintenant, en fait, dès que je vois une autrice oubliée, une autrice des siècles précédents, en fait, qui est republiée, j'achète ses ouvrages pour avoir un gros matrimoine, en fait, à disposition et avoir tous ces ouvrages de femmes à la maison. Bon, en parlant de femmes, je suis désolée, la luminosité baisse. J'espère que je pourrai rattraper ça un petit peu au montage. Vous le savez, la figure de la sorcière, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis de nombreuses années. D'ailleurs, le tout premier épisode de Barocco portait sur la figure de la sorcière. J'ai un spectacle en préparation autour de la figure de la sorcière, donc je me référence énormément, je lis beaucoup. Et cette dernière année, en fait, j'ai pu acheter La sorcière et l'Occident de Guy Bechtel. J'ai aussi acheté La sorcière dans la littérature chez Folio. C'est un folio 2 € en plus, celui-là, donc avec des extraits. Et là, c'est un essai, Folio Histoire, Le sabbat des sorcières par Carlo Ginzburg. Donc, j'ai aussi après mes thématiques, mes lubies littéraires, et pas que littéraires, mais j'ai mes lubies en fait qui vont me permettre aussi d'acheter certains ouvrages plutôt que d'autres en librairie. Là je vous parle d'un livre dont je n'ai pas entendu parler, mais quand je suis allée au marché médiéval de Provins au mois de juin, je suis allée dans la sublime librairie de Provins qui est spécialisée en littérature médiévale et en ouvrages qui parlent du Moyen-Âge, ouvrages de fantasy, enfin vraiment c'est une mine d'or cette librairie. Je vous la référence en barre d'infos si jamais vous êtes de la région et que vous voulez aller la découvrir. Mais ils avaient La Tour de Guet de Anna Maria Matut chez Libretto. Je vous lis juste le résumé. Un grand fleuve traverse un pays sans nom sur lequel règne un roi que nul n'a jamais vu. C'est là que vit un enfant de 10 ans fascinant de laideur. Fils d'un petit féodal inculte et brutal, cerné par la décadence, la misère et les bûchers, le gamin part, comme ses frères avant lui, chez un puissant baron, s'initie à la guerre. Sensualité, violence, magie, l'indicible l'entoure dans un monde de crasse et d'or mélangés. Qui de lui ou des autres est des plus inhumains? Voilà, ça me fait penser un peu à du Victor Hugo, vous voyez, à son Hans d'Islande, tout ça. Grotesque, sublime, mélangé, Moyen-Âge. Donc c'est pour ça que celui-ci, je l'ai pris, par exemple. Lors de mon périple parisien, je suis aussi passée chez Shakespeare & Co. Et là, j'ai pris 3 ouvrages. Un qui est pour le podcast, donc je vous le présente pas parce que, bon, je vais pas présenter toute ma palle pour le podcast. C'est hallucinant. J'ai acheté le Deborah Levy, Things I Don't Want to Know. Observez, écoutez mon sublime accent, parce que Elisa, de la chaîne Elisa Cab, en parle tellement bien de Deborah Levy que j'avais envie de commencer sa saga à Deborah Levy, qui est une autofiction. Et aussi, ils avaient Flutch de Virginia Woolf. Vous connaissez mon amour pour Virginia Woolf. Et Flutch, c'est... et vous connaissez aussi, peut-être ou pas encore, mon amour pour tout ce qui est anthropomorphisme en littérature. J'avais fait aussi un épisode de Barocco là-dessus. Et Flutch, c'est l'autobiographie d'un chien, écrite par Virginia Woolf. Que demande le peuple? Bon, c'est pas du tout traduit en français ou pas trouvable du tout en français, mais là, c'est y était chez Shakespeare & Co. Donc bref. Celui-ci, ça va aussi avec ma partie matrimoine, mais j'ai aussi envie d'avoir à disposition des écrits d'artistes féminines. Donc là, j'ai Le Grand Art par Alexandra David Neal, et c'est bon, plus ou moins une biographie, autobiographie, comme j'avais pu lire les mémoires de Sarah Bernard en fait. J'aime beaucoup les femmes qui sont artistes et qui parlent de leur manière de créer et de leur histoire, de leur vie. Et en plus les éditions du Tripode, ils font un super travail. Voilà. Et je vais conclure ce haul par 4 ouvrages que j'ai ici. Je voulais vous faire pour la rentrée littéraire, mais j'ai été opérée. Et ensuite, j'ai emménagé, donc j'ai pas eu le temps de tout faire, mais je vous la ferai dans les semaines à venir.
j'ai demandé des services presse et ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de demander des services presse. J'ai demandé le Autrice, ces grandes effacées qui ont fait la littérature, qui a préfacé par Titu Lecoq et choisi par Daphné Tikri Zenis que je suis sur Instagram. Je vous mettrai son compte en barre d'infos. Donc j'ai demandé le livre à la maison d'édition Hors d'Atteinte qui me l'a gentiment fait parvenir. Pourquoi je l'ai demandé? Pour ma vidéo autour des autrices de la rentrée littéraire 2022, mais aussi parce qu'il entre dans ma catégorie du matrimoine. J'avais aussi demandé aux éditions Albin Michel le nouveau Victoria Mass Un miracle que j'ai lu, mais je vous en parlerai dans ma vidéo. Pourquoi j'ai demandé un miracle? Parce que j'avais beaucoup aimé Le Bal des Folles, qui était le premier roman de l'autrice, donc je voulais voir si le coup de foudre continuait avec son deuxième roman. Là j'avais envoyé un mail chez Gallimard mais ils m'ont pas répondu, faut pas croire que toutes les maisons d'édition sont ravies de nous envoyer des services presse. J'avais repéré Chienne et Louve par Geoffrine Donadieu. J'achète très peu les nouveaux ouvrages Gallimard, tout ce qui est collection blanche, c'est plus trop mon truc, mais celui-ci m'a tapé dans l'œil au vu du résumé et de l'extrait qui est choisi en 4e de couverture. Je veux respirer sur scène, entendre les 3 coups chaque soir, commettre des crimes, des infanticides, des adultères, aimer éperdument, haïr follement, voyager à travers les époques, changer de sexe, m'empoisonner, mourir, renaître. Voilà, donc aussi les romans, quand ils parlent du théâtre, du rapport à la scène, je les achète. Voilà, c'est aussi ce qui me plaît. Ça me plaît de voir des personnages qui ont envie de devenir comédien, comédienne ou qui ont un rapport avec la scène, de me retrouver un petit peu dans les livres que je peux lire par rapport à mon travail. Et le tout dernier que j'ai à vous présenter, qui est ma lecture en cours, qui est sublime, c'est Les Reines d'Emmanuel Pirotte chez Le Cherche Midi éditeur. J'en ai entendu parler nulle part, mais j'avais été sur Booknote pour voir les futures sorties et je l'avais repéré lui. Et en fait, j'ai bien fait de le demander en service presse à la maison d'édition. Celui-ci, c'est le titre qui m'a tapé dans l'œil. La couverture, j'avoue, ce noir et or, ça marche pas mal. Et le résumé, c'est: sur les ruines de nos civilisations, un nouveau monde s'est bâti. L'humanité a renoncé au progrès matériel et retiré au sexe masculin ses anciens privilèges. Les royaumes sont désormais gouvernés par des femmes, autant de reines que l'épreuve du pouvoir révèle parfois autoritaire et souvent rivale. Moi, c'est cette idée de post-apo, où ce sont les femmes maintenant qui dominent le monde, où on est sans technologie, ça me parle beaucoup. Et j'avais envie de voir en fait ce que ça donnait. C'est français et c'est très très bon. Mais ça, je vous en parlerai dans ma vidéo sur les autrices de la rentrée littéraire. C'est tout pour cette longue vidéo sur mes habitudes de lectrice. N'hésitez pas, vous, à reprendre cette vidéo. Je trouve que c'est assez intéressant de savoir comment chacune on lit. Et puis voilà, je sais plus comment conclure les vidéos, vous voyez, je suis une vieille machine maintenant, j'ai plus l'habitude de tout ça. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère, et j'espère que tout va bien pour vous. À bientôt.